Bon, ça va être bon. Alors, le maître de justice, eh bien, écoutez, ça vient de cette idée, Patrick vous en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on pense qu'il y a dans chaque entrepreneur, comme pour tout leader, trois rôles à remplir. À la fois être le maître des chasseurs, le chaman et le maître de justice. Le maître des chasseurs, c'est celui qui fait en sorte qu'il y ait de quoi se nourrir dans la tribu. Le chaman, c'est celui qui va expliquer l'inexplicable. Et le maître de justice, c'est celui qui va faire régner la paix au sein du groupe. Alors, je vais vous emmener pas si loin que ça. Je vais vous emmener dans l'époque féodale. Dans l'époque féodale, en fait, on s'aperçoit que il y a un nouveau monde qui se crée suite à l'effondrement du monde romain. Donc, ça faisait déjà quelques décennies, voire même quelques siècles, que ça commençait à être un petit peu chaotique. Mais arrive un moment où l'Empire romain n'est plus capable de tenir le pays, de tenir les pays qui étaient jusque-là sous sa domination et sous sa Pax Romana, sous la paix romaine. Et donc, il va falloir à ce moment-là que le pays s'organise différemment. Et sa façon de s'organiser différemment, c'est de se regrouper en communauté dans lequel l'un des membres est en charge de l'organisation de la vie du village. Donc, c'est l'ancien en général. Donc, ça comprend la défense, parce qu'il y a des bandes de maraudeurs qui traînent, donc il faut qu'on soit capable de s'en défendre, donc il faut qu'on s'organise pour ça. Tout seul, on n'arrive pas à se défendre. Alors, la collectivité peut faire mieux. Expliquer l'inexplicable devient toujours est toujours un problème. On a aujourd'hui une extraordinaire illustration de ça. Il y a un virus qui nous frappe, et ben, il y a des gens qui se chargent d'expliquer le pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas mis suffisamment de masques sur le nez, ou c'est parce qu'on a eu trop d'embrassades. Donc, je vous le dis, c'est ça, si vous n'arrêtez pas ça, ça continuera. Faire régner la justice, encore une fois, s'il n'y a pas une paix entre chacun, s'il n'y a pas un sentiment de justice, il y a une violence qui s'installe. En latin, je vous rappelle qu'on dit ancien senior, et donc vous entendez quand on parle de senior, qu'on est en train de parler du seigneur, la seigneurie. Donc c'est la communauté qui est dirigée par un ancien, par un seigneur. Mais attention, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup il y a beaucoup de fractalité, c'est-à-dire qu'on le retrouve en plus gros ou en plus petit dans les différentes communautés. Donc attention, parce que les rôles peuvent être séparés. C'est-à-dire que peut-être que le chaman, bah, c'était le prêtre qui s'en occupait. Et pendant toute une partie du Moyen-Âge, notamment si on reprend l'allégorie avec la situation sanitaire actuelle, eh bien, c'était à l'époque les prêtres qui donnaient les consignes sanitaires, le fait qu'il fallait bien faire sa prière pour éviter la peste. Eh bien, maintenant, ça a été repris par les scientifiques. Euh, Ensuite, le seigneur, celui qui organise la guerre ou la justice, ça pouvait aussi être un prêtre ou un moine. Hein, il y a une grande partie des communautés qui étaient organisées de manière monastique. Cette organisation, elle se réplique, donc c'est là où on parle de la fractalité, elle se réplique aussi quand on remonte, c'est-à-dire que par exemple, l'organisation de la défense au niveau du pays, ben, c'est le roi, avec ce qu'on appelle l'ost. Hein, les seigneurs qui sont rattachés à un roi lui devaient d'apporter leur armée quand il y avait une menace extérieure. Avec la justice, alors la justice suzeraine, c'est le fait que, bon, vous êtes dans une communauté, vous avez un différend entre deux membres de la communauté et le seigneur va arbitrer. Mais si vous avez un différend avec le seigneur lui-même, ben vous êtes bien content de trouver quelqu'un au-dessus, c'est-à-dire le suzerain de ce seigneur, qui va trancher le différend. De la même façon que c'est important, au niveau du suzerain, qu'il y ait entre les différents seigneurs qui composent son domaine, une forme de justice. Donc il va adresser la notion de la justice pour maintenir la paix.
Donc, vous comprenez que c'est du coup ce qu'on voyait au niveau local, on le voit au niveau au-dessus, et puis on le voit encore au niveau au-dessus avec la justice royale qui est devenue la justice républicaine, et avec d'ailleurs des, des vases communicants, c'est-à-dire qu'il y a un moment où un suzerain qui commence à prendre un peu plus d'importance et qui commence à faire la justice même entre des membres d'un village, et qui de ce fait bypass le chef du village, eh ben, il est en train finalement de vider un peu de sens le rôle du souverain local. Je vous parlais de cette idée qu'il y avait entre l'Église qui, quelque part, prend la main sur le rôle que pouvait avoir le chaman local, le prêtre ou le chef, puisque ça va être à l'Église de la grande ville locale que va se décider ou que va se dire l'explication de l'inexplicable. De la même façon qu'aujourd'hui, bah, c'est plus le médecin qui peut vous expliquer ce qu'il faut faire pour combattre la maladie, c'est le conseil scientifique. Je vous rappelle que le rôle de seigneur, il est toujours présent chez le maire, pas le ministre, mais celui qui vient d'être élu il y a quelques mois. Il a par exemple un rôle de chaman en sens qu'il est supposé faire les mariages. Et puis, il ne faut pas oublier que le maire est un juge. Il est le patron du tribunal d'instance. Pas le tribunal de grande instance, mais pour les délits inférieurs à 3 000 € de mémoire, on peut aller voir le tribunal d'instance qui est tenu par le maire. Et puis, ben, vous avez vu qu'il y a des consignes sanitaires qui sont données. Donc, cette façon de devoir organiser la vie sociale et la survie sociale, ou le développement économique de la société, etc., c'est donc finalement une réplication de ce rôle médiéval. Et donc, ce rôle médiéval, on peut penser qu'il était déjà antérieur, qu'il était déjà là à l'époque de la tribu primitive, avec donc cette organisation probable, parce qu'on peut penser qu'il y a une raison pour laquelle on le retrouve systématiquement, c'est que c'est bien ancré dans notre psyché, entre le responsable de la chasse, si jamais la chasse n'est pas bonne, on se retourne vers lui, on pense qu'il est un mauvais chef, encore une fois le chaman, et donc ce fameux maître de justice dont nous allons parler maintenant, après cette longue introduction. Le maître de justice, donc, c'est la partie du rôle de l'entrepreneur, du leader, du dirigeant, qui consiste à faire en sorte que la justice soit maintenue dans son groupe. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Donc on l'a vu, garder la paix sociale, c'est assez essentiel. Si vous ne mettez pas le sentiment dans votre groupe que la justice a été établie, eh bien, on va se faire justice soi-même. Vous avez un ouvrage assez connu de Prosper Mérimée, Colombine, qui raconte cette histoire de vendetta permanente en Corse. Bon, ça peut être en Corse, ça peut être n'importe où ailleurs. La notion de vendetta n'existe que si on n'a pas une justice qu'on estime légitime. La vendetta dans l'entreprise, c'est pas génial. Vous ne voulez pas avoir ça. Il y a une autre grande raison, c'est que si vous n'avez pas la justice, vous n'avez pas la motivation. Alors qu'on s'entende bien, la justice ne fait pas partie des choses qui motivent, c'est plutôt l'inverse, ça fait partie des choses qui nous démotivent très fortement. Et la justice est à tout niveau. Quelqu'un est plus payé que l'autre sans qu'on comprenne pourquoi, c'est injuste. Si on comprend pourquoi, c'est OK. Alors il y a une dernière raison pour laquelle il faut être le maître de justice, c'est qu'en fait, c'est autorisé. C'est autorisé, ça veut dire que quand on regarde bien, dans la loi française, on a cette notion du chef d'entreprise qui porte des jugements, qui sanctionne, qui administre une justice. Et ce qu'on va vérifier en général, c'est qu'il l'a fait de manière sérieuse. Ce n'est pas qu'il ait été le juge. Et c'est très important à considérer parce que
si vous voulez, les juges, en particulier en France, où on est dans un pays très, très souverain, le juge a du mal à supporter que quelqu'un d'autre prenne son rôle. Il est interdit de se faire justice soi-même. Et là, pour autant, le juge dit: «Ah oui, non, mais c'est juste que tu as pas bien fait la justice». Il dit pas: «C'est que tu as pris une décision, c'est que tu as fait un jugement». Il dit: «Tu n'as pas respecté la forme». Dernier point, comme je vous le rappelais, c'est, votre rôle de dirigeant de le faire, donc c'est la vraie bonne raison pour laquelle il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous prenez une décision. La Ne pas faire est une décision. Ne pas trancher un différend qui est à votre connaissance est une décision. C'est considérer que la situation actuelle est juste. Alors, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait régner la justice? Alors il y a plusieurs éléments. Le rappel de l'esprit, ça consiste à dire qu'on ne peut pas, se lancer dans un jugement sans, se remettre en tête le pourquoi on le fait. Alors, les bénédictins ont une vieille règle, hein, c'est avant de prendre une décision, ils font une prière pour se rappeler quelque part qu'est-ce que saint Benoît aurait fait à leur place? Et dans quel rôle ils se mettent là? Donc ce que je vous demande de faire avant de vous lancer là-dedans, c'est, de vous poser la question de pourquoi vous le faites et vous poser aussi une autre question qui est l'impact que ça va avoir sur la règle que votre société va suivre à partir de cette décision. C'est-à-dire que quelque part, vous avez les lois que vous avez édictées, soit oralement, en disant: «Moi, j'aime pas les gens qui font ça. Moi, je supporte pas, les choses qui ont été faites de cette façon». Soit dans le cadre d'un règlement que vous allez écrire, le règlement intérieur, soit dans le cadre du droit, qui s'applique à tous, le droit du travail et autres droits. Dans tous les cas, la décision que vous allez prendre va soit montrer, quelle règle est très importante pour vous, soit montrer comment interpréter une règle qui n'était pas claire pour tout le monde. Donc ça va avoir un impact au-delà de la décision que vous allez prendre. Donc ça, c'est ce premier point du rappel à l'esprit. Après, comme je vous le disais, vous allez être jugé plus tard éventuellement, mais en fait plus tard, par, l'ensemble de vos collaborateurs et éventuellement par un juge externe. Vous allez être jugé sur le respect de votre procédure. Donc je vous rappelle comment est montée une procédure, comment, on rend un jugement de justice. On commence par écrire, voilà, c'est tel tribunal qui a pris la décision. Ce que j'ai appelé l'ergo, c'est de dire: «Qui suis-je pour décider? Qui suis-je pour produire ce jugement? Et qui est en face de moi?» Donc, vous allez, énoncer que, vous, en tant que dirigeant de la boîte, vous avez donc, ce devoir de prendre une décision sur ce sujet et pour ce fai et du coup, vous avez face à vous, tel ou tel de vos collaborateurs et vous allez passer à la deuxième partie qui sont les attendus. Donc dans tous, les rendus d'un jugement, vous avez les attendus qui sont en fait l'ensemble des informations qui ont été portées à la connaissance de la cour. C'est-à-dire que la cour vous dit: «Moi, j'ai bien entendu tous ces éléments-là. Je veux virer quelqu'un et j'ai bien entendu tous les différents points qu'il m'a donnés pour expliquer que ce qu'il a fait n'est pas si grave». Je ne dis pas: «Tu as fait des mauvaises pratiques, tu as été, quelqu'un qui a été toxique pour l'entreprise et donc je te vire». Je dis: «J'entends que tu me dis que, tu pensais que c'était bien, que tu es arrivé à des horaires qui étaient différents que ceux que je pensais, que et cetera et cetera et je te rappelle qu'il y a ce point-là qui a été noté, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là». Je montre que j'ai bien, dans ma décision, pris en compte toutes les informations. Après, je vais préciser la règle que je compte appliquer. Oui, on pourrait appliquer cette règle-là,
mais je pense que celle-là est plus importante à considérer. Et du coup, voilà ma décision. Et c'est très intéressant de vous dire que à chaque fois qu'on appelle à votre décision, vous avez un vrai intérêt à retourner sur cette procédure. Vous avez un vrai intérêt à montrer aux gens que vous avez bien entendu ce qu'ils vous disaient, que vous avez bien entendu tout le monde et que vous y avez apporté vous vos arguments et qu'il y a des règles que vous comprenez auraient pu s'appliquer, mais vous décidez d'appliquer autre chose. Dernier point sur le comment, la question de la procédure d'appel. C'est-à-dire que vous avez pris une décision et être capable de revenir dessus est le secret d'une vraie décision. Donc c'est soit le point qu'on va faire plus tard, donc définir avec ceux qui ont subi la décision que on admet qu'on va en reparler, et ce plus tard, on devra regarder les attendus et voir ce qui a changé par rapport à ce qu'on croyait avoir vu à l'époque, et ou voir si la règle est effectivement celle qui a toujours été appliquée. Mais sinon, si on ne fait pas ça, il y a une autre procédure qui est une procédure externe, le prud'homme, où là, on va vous poser exactement toutes ces questions. On va vous dire, mais est-ce que tu es sûr que tu as vraiment bien écouté la personne? Est-ce que c'était normal que ce soit toi qui prennes la décision? Parfois, ce n'est pas vous qui allez la prendre, parfois vous allez déléguer ça à un de vos cadres. Est-ce que quand lui a pris ses décisions, il était vraiment à même d'engager l'entreprise? Est-ce que la règle appliquée était la bonne, notamment est-ce qu'il n'y a pas une règle de droit supérieure qui va s'appliquer? En conclusion, donc je vous rappelle que c'est votre devoir, que ça fait partie de ce qu'on attend de vous en tant qu'entrepreneur. Si vous ne le faites pas, vous allez passer pour un mauvais entrepreneur. Donc si vous ne faites rien, c'est une façon d'accepter ce qui est fait. Si vous n'avez pas viré quelqu'un qui travaille mal, c'est une évidence pour les autres que vous êtes d'accord avec le fait qu'on peut mal travailler chez vous. Et quelque part, vous êtes en train d'expliquer à ceux qui travaillent bien qu'ils le font pour rien. Dernier point, je vous parlais de ces conflits de règles qu'il pouvait y avoir entre vos règles internes et les règles qui sont offertes par la justice d'État. Ce n'est pas seulement une dissonance avec vos règles à vous, mais c'est éventuellement une dissonance avec la justice au sein de l'État et avec la justice telle que tout le monde l'aperçoit. Pour vous donner un exemple, un client qui a vu un de ses cadres lui voler pour 200 000 € de marchandises, eh ben, il ne peut pas le virer. Parce que pour le virer, il faut d'abord qu'il y ait condamnation pour ce vol, et après seulement il pourra le virer. Et en attendant, le cadre en question, il se met en arrêt de travail, et puis au bout d'un an, il est il y a un an d'arrêt de travail, ça revient à quelque chose qui dit qu'on est plus apte à assurer le poste, et donc on est pris en charge par la Sécu, mais avec un coût pour l'entreprise. Et imaginez ce que ça dit vis-à-vis de l'entreprise, en interne. Imaginez cette profond sentiment d'injustice que ça peut faire naître. Donc là, il va falloir retourner sur le côté chaman et expliquer ce qu'il y a là-dedans de normal et d'acceptable et de finalement temporaire. Merci Jean-Christophe, passionnant. Il y a une première question de Bruno. Quid des biais cognitifs dans ces contextes de justice? C'est tout le sujet de la décision telle qu'elle est. Et donc, dans le cadre du jugement, évidemment, ça se met d'autant plus en marche.
C'est pour ça que je recommandais de commencer par se rappeler pourquoi on prend cette décision et des implications qu'elle va avoir. C'est une façon de s'en détacher soi-même, de s'en détacher qu'être humain, pour le remettre dans quelque chose qui soit plus le, le, le bien commun. Mais maintenant, on doit admettre qu'on n'est pas à l'abri des biais, d'où les appels qu'on essaye d'organiser et qui permet par exemple de revoir la situation un peu plus à froid, qui permet en fait de se donner une deuxième opportunité de revoir, même si là encore, il faut admettre que le, que le biais va toujours être là. Parce qu'il y a à chaque fois dans les biais, on en a déjà parlé, mais on va certainement en reparler, des effets complètement opposés entre les uns et les autres. Des biais qui se contrecarrent. Donc on va essayer d'éviter l'un et ce faisant, on va arriver dans l'autre. Donc oui, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on met en place des procédures d'appel. C'est pour ça qu'on met en place des procédures en tant que telles. Ça fait partie de ces choses qui nous permettent d'être plus justes dans nos décisions. Et Jean-Christophe, j'espère que dans de prochaines chroniques, tu nous parleras du rôle du chaman et tu nous parleras également du rôle du chef des chasseurs. Alors, le chaman a déjà été vu dans la semaine 3 de mémoire. Oh là, mais c'est vieux, c'est pour ça. C'était il y a longtemps. On essaiera de le mettre en lien sur la vidéo. Et vous pouvez le trouver sur Internet, évidemment. Le maître des chasseurs, on va dire que c'est quand même plus facile à admettre pour chacun que si on ne fait pas cette chiffre d'affaires, aux yeux de tous, on va être un mauvais dirigeant. Je suis sûr que tu nous trouveras une finesse et du détail sur la façon d'être le bon On chef va des en chasseurs. reparler. On va en reparler.